Salut Xavier, salut Loris. Bon, aujourd'hui, on se retrouve du coup pour un nouvel épisode de notre émission. Et d'ailleurs, on a trouvé un nom cette fois-ci. Donc, désormais, cette émission se nommera Bourseco Moat. Donc, Moat comme les avantages concurrentiels, un terme qui est très cher à Warren Buffett. Et ça tombe très bien, du coup, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, dernièrement, Warren Buffett a publié sa lettre aux actionnaires. Et du coup, il a partagé aussi ses mouvements qu'il a fait en tant qu'investisseur avec Berkshire Hathaway. Et du coup, Warren Buffett est un investisseur légendaire qu'on connaît tous ici et que tout investisseur connaît. Et donc, l'objectif de cette vidéo, c'est un peu de revenir sur cette lettre, sur ses mouvements, sur certaines de ses positions, mais aussi un peu sur sa philosophie, ce qui nous a le plus marqué. Et donc, je vais commencer par te poser la question, Xavier. Toi, sur la dernière lettre de Warren Buffett, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, mais aussi sur ses derniers mouvements? Alors, ce qui est marrant, c'est que quand on dit la dernière lettre, c'est la dernière lettre en date, mais c'est aussi la dernière tout court, hein, puisqu'il a annoncé clairement que ce serait Greg Abel qui allait écrire les prochaines. Hein. Donc, c'est la dernière lettre qui est écrite de la main de Warren Buffett. Moi, ce que je trouve vraiment génial dans ces lettres, c'est la consistance. C'est-à-dire que tu as l'impression de suivre sa vie depuis des décennies. Et en fait, c'est le gars le plus consistant que je puisse connaître, encore plus dans la finance où tout le monde, il n'y a que des girouettes partout. Moi, ce qui m'a marqué le plus, je crois que c'est la petite anecdote sur quand il a acheté la petite société qui fait des camping-cars, en gros, je ne sais pas si c'est des camping-cars ou des caravanes. Et ça explique en fait toute la philosophie de Warren Buffett, qui est, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lire la lettre, donc il rachète un business en entier, ce qui est vraiment la philosophie de Warren Buffett, même s'il n'arrive plus à le faire. Et ce qui est marrant, c'est la manière dont se passe la transaction. C'est-à-dire, on discute à peine les termes, il y a de l'immobilier en plus, on valorise ça sur un coin de table. Et comme dit Warren Buffett, de toute façon, donnez-moi un chiffre et je l'accepterai. Pareil pour le salaire, donnez-moi un chiffre et je l'accepterai. Tout est basé sur la confiance et le business à l'ancienne, en fait, dans le bon sens du terme. Et ça m'a vraiment marqué. Je me dis, waouh, c'est incroyable. Qui fait encore ça aujourd'hui? Après, il y a plein d'autres choses qui m'ont marqué dans la lettre, mais on en reparlera. Ben moi, comme l'a dit Xavier, hein, c'est la dernière lettre. Ça fait bizarre, hein, parce que ça fait quand même depuis 1965 qu'on suit Warren Buffett. La première chose qui me marque, moi, cette année 2024 et sur la lettre au global, c'est quand même que Warren Buffett a réussi à surperformer encore le S&P 500. Et ça, c'est quand même incroyable à son âge. Et malgré le cash. On en parlera, mais c'est un énorme boulet qui se traîne. D'avoir autant de cash, c'est quand même fou de surperformer avec plusieurs dizaines de pourcents de son portefeuille en cash. Et effectivement, malgré le cash, on en parlera. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est tout simplement, c'est une année où il n'a pas fait grand-chose. En fait, il a gardé les positions qu'il avait. Il a vendu un tiers de sa position sur Apple, hein, qui était valorisée à plus de 40 fois les bénéfices, qu'il avait acheté quasiment 10 ans plus tôt, 15 fois les bénéfices. Donc on voit vraiment que c'est la valorisation surtout, bien qu'il y ait une croissance des bénéfices pour Apple, qui a expliqué cette performance. Et il y a aussi un petit détail qui était intéressant, c'est ces positions qu'il a prises au Japon, qui ont été multipliées par 3 depuis les années 2020, avant le Covid. Et ça m'a impressionné parce que lui qui est toujours investi aux États-Unis, il a pris ce pari d'investir au Japon et ça a marché. Et je suis curieux de voir si le prochain CEO, Greg Abel, fera peut-être des coups, que ce soit en Europe, en Chine ou au Japon, pourquoi pas en Inde, hein, c'est un peu la tendance actuelle. Ça, c'est quelque chose que potentiellement on pourrait voir chez Berkshire pour trouver peut-être un peu des valorisations attractives, ce qui est plus du tout le cas actuellement. Et toi, Abdallah, du coup, qu'est-ce que tu as pensé de cette dernière lettre? Vous avez un peu dit les deux choses qui m'ont le plus marqué. Effectivement, je voulais revenir d'ailleurs sur l'acquisition. Moi, je trouve ça super intéressant. Pour rebondir un peu sur ce que tu as dit, Loris, donc effectivement, Warren Buffett a surperformé le S&P 500, juste pour donner des chiffres. Donc, il a fait 25,5% en 2024 contre 25% pour le S&P 500, dividendes inclus, car on l'oublie un peu des fois, mais le S&P 500 est un indice où les dividendes ne sont pas réinvestis. Et effectivement, c'est impressionnant. Il y a aussi un autre chiffre, moi, qui m'a marqué, mais c'est pas très intéressant sur le plan du business de Berkshire, c'est la part qu'il paye sur les impôts sociétés aux États-Unis. 5% des impôts sur sociétés du gouvernement fédéral américain sont payés par Berkshire Hathaway. Incroyable. Et c'est absolument dingue. Mais si c'est hyper important, Abdallah. Mais je te dirai pourquoi après, je te laisse finir.
Ça marche. Bah écoute, je vais te rendre la parole tout de suite. Et ce qui est le plus drôle, c'est que en 65, quand il a racheté Berkshire, ou dans les années 60, la boîte était en quasi état de faillite. Donc c'est incroyable le retournement, je trouve, et c'est la puissance du long terme. Et bon, Warren Buffett est très connu pour privilégier le long terme. Et c'est là qu'on voit que quand on pense sur des décennies, l'impact peut être absolument colossal. Et voilà, c'est vraiment les 3 points qui m'ont le plus marqué. Et avant de te rendre la parole, Xavier, je voulais juste rebondir aussi sur l'acquisition du fabricant de vannes. Et en fait, moi, je trouve que et il le dit aussi un peu dans sa lettre, il n'avait pas eu besoin de banque d'affaires, de banque d'investissement qui complexifient les choses. Le plus important, en fait, c'est le bon sens. C'est le bon sens. C'est OK, tu vas être payé tant, oui, mais par contre, je veux prendre un pourcentage du chiffre d'affaires pour récompenser, pour être incentivé. Et c'est du bon sens qui fait que la collaboration a fonctionné et qu'aujourd'hui, je crois que le chiffre d'affaires a fait x5 ou x6 depuis 2005, donc le jour l'année de l'acquisition. Donc Xavier, je te rends la parole sur la partie taxe. Oui, parce que quand on parle à chaque fois, en fait, le taxe, comme beaucoup de choses, c'est un petit indice de la culture de Berkshire Hathaway et de Warren Buffett. Parce qu'à chaque fois, on dit oui, il a fait mieux, moins bien que le S&P 500, etc. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est à quel point cette boîte est moins risquée que le S&P 500. Et les impôts, c'est un bon exemple. Berkshire Hathaway, c'est 1,8% du S&P. D'accord ? Donc, en termes de business au global, on imagine que c'est bien moins de 1,8%. Hein, c'est moins de 1%, très probablement, des entreprises américaines. Pourtant, ils payent 5% des impôts. Comment c'est possible ? Tout simplement parce que tous les gros, et même beaucoup de petits, suroptimisent leur fiscalité avec des filiales un peu partout dans le monde, en Irlande, etc. Et ce truc-là, c'est un risque. C'est-à-dire qu'on sait que sur Amazon, sur Microsoft, sur machin, il y a toujours ce risque, un jour, d'avoir l'Europe, les US, peu importe, là, dans ce cas-là, les US, qui disent mais en fait, Microsoft ne paye pas correctement ses impôts, ou Amazon, etc., et que ça leur pète à la figure, que ça fasse les gros titres des journaux. C'est quelque chose qui n'arrivera jamais chez Berkshire. Et pourquoi est-ce qu'ils payent autant d'impôts ? Parce qu'ils n'optimisent absolument pas leurs impôts. Ils prennent aucun risque de ce côté-là. Donc la culture chez Berkshire, elle est démente. Il n'y aura jamais une plainte des employés. Les employés sont chouchoutés. Pas de la holding Berkshire, je parle des entreprises en dessous qui sont détenues entièrement. Il n'y aura pas de fraude, à moins que ce soit un employé spécifique. Mais je veux dire, la culture, la transparence, etc., elle est assez dingue. Et ce chiffre-là m'a fait rappeler à quel point cette boîte était exceptionnelle. C'est-à-dire qu'ils battent le S&P cette année, malgré des taxes supérieures aux autres, malgré du cash, etc. Et cette boîte, pour moi, et avec des business en plus qui sont beaucoup moins risqués que beaucoup d'autres business, ça reste pour moi un manager qui est sous-coté. C'est vraiment incroyable ce qu'il fait. J'ai un peu de mal avec les holdings parce qu'on fait confiance vraiment à un manager qui va être capable d'allouer la capitale de façon plus intelligente que nous. Et par rapport à Warren Buffett, j'ai pas trop de questions là-dessus. Mais toi, par exemple, demain, Warren Buffett décède, ou même, il a dit qu'il va se désengager de Berkshire. Est-ce que tu restes investisseur de Berkshire ? Alors déjà, un des principes de Buffett, c'est que nous, on lui fait confiance en tant que gérant, allocateur de capital plutôt, et lui, ensuite, il fait confiance. C'est-à-dire que chez Geico, chez toutes les sous-filiales, là, dans le rail, etc., lui fait confiance. Il va pas fouiller, il va pas dire faudrait faire ci, faudrait faire ça. Lui, tout ce qu'il fait, c'est prendre l'argent, je sais pas, des assurances et les mettre à tel endroit. Donc le rôle est finalement relativement simple. Le rôle qu'il y a. Pour moi, ce qui va manquer, c'est le courage. Ce que Greg Abel n'aura pas, il aura la gestion pépère, ça c'est sûr. Ce qu'il n'aura pas, c'est le courage de faire des coups de malades mentaux. Mais d'un autre côté, Buffett ne le fait plus depuis... le dernier pour moi qu'il ait fait, c'est en 2008 à peu près. Depuis, il a fait que des coups tranquilles. Donc, il nous manquera le côté folie. Mais de toute manière, la taille de Berkshire fait que c'est plus possible de faire des coups vraiment impactant pour Berkshire. Tout ce que, même un coup de folie, ça va se jouer sur quelques petits pourcents du capital. C'est impossible de prendre une position de 10% de Berkshire Hathaway et de faire un truc de fou furieux. Donc, c'est une boîte pépère, beaucoup plus qu'il y a 20 ans, et ça va le rester. Mais la culture, elle est là. La culture, elle va rester. Donc, j'ai pas trop de soucis, même s'il manquera le grain de folie, parce qu'il a fait des folies de Buffett. En résumé, demain, Warren Buffett décède, tu ne vends pas tes actions Berkshire ?
Ah bah pour le coup, il va rien se passer. Non, non, je vendrai pas. Peut-être que je vendrai plus tard, dans 2, 3 ans, 4 ans après, si je suis déçu. Mais ce qui est sûr, ce qui va se passer, c'est qu'il va rien se passer. Et comme disait Loris tout à l'heure, les mouvements sont quand même relativement faibles sur Berkshire depuis très longtemps d'ailleurs. Hein, mais donc, à mon avis, il va rien se passer de fou et sûrement pas après son décès. Ils vont pas faire des folies dans les 6 mois ou un an après le décès de Buffett. Mais du coup, peut-être on peut commenter les derniers mouvements de Warren Buffett, même s'il n'y en a pas beaucoup à vrai dire. Je sais pas, toi, est-ce que quelque chose t'a marqué en particulier, Loris? Même si, bien sûr, hein, la première des choses, c'est l'allègement assez prononcé sur Apple. La première chose qui me marque, bon, il y a l'allègement sur Apple. Il s'est allégé aussi sur Bank of America. C'est vraiment la bancaire qui l'affectionne le plus, hein, le secteur bancaire qui fonctionne plutôt bien depuis quelques temps. Il a renforcé des dossiers que j'aime plutôt bien, Domino's Pizza. Et surtout, moi, ce qui m'a interloqué sur le dernier renfort, c'est il a renforcé Constellation Brands. C'est un peu le Pernod Ricard américain, plutôt spécialisé dans la bière avec Corona, si je dis pas de bêtises. Et ça, clairement, c'est un secteur qui souffre énormément. Et tonton Warren prend le pari que les vins, les spiritueux, la bière pourraient revenir. Et ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Je sais pas toi, Xavier, mais est-ce qu'il faut revenir sur Pernod Ricard, Rémy Cointreau, etc. Moi, aujourd'hui, je dirais que non. Mais en tout cas, ça m'a interloqué. Je me dis qu'il y a peut-être d'autres gérants qui, par la suite, pourraient revenir sur le secteur, qui mine de rien restent en difficulté. Mais j'aime bien ce côté contrariant encore de Warren Buffett, qui mine de rien en a fait quelques-uns dernièrement. Il était allé aussi sur Ulta Beauty qui avait pas du tout fonctionné, qui est un peu le Sephora aux États-Unis, qu'il a d'ailleurs vendu. Hein. Il a avoué lui-même que c'était pas un bon choix. Il avait tenté Paramount au moment où Netflix était en train d'émerger. Il y a eu Paramount aussi qui a lancé sa plateforme de streaming. Ça n'a pas du tout marché. Peut-être que là ça marchera, mais on sent quand même qu'il y a toujours ce petit côté contrariant, mais que ça marche de moins en moins bien. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Je sais pas ce que vous en avez pensé de cet achat ou pas. Vous aviez peut-être. Moi, pour un point qui m'a vraiment surpris, Ulta Beauty, ça m'a vraiment surpris. Bon, c'est pas très récent, mais je veux dire, faire un aller-retour comme ça de, je sais pas combien, 6 mois, peut-être, quelque chose comme ça. Ouais, 6 mois. Un aller-retour de 6 mois, c'est fou, parce que tu te dis, c'est quand même une erreur, une erreur qui corrige rapidement. D'ailleurs, c'est marrant, il parle beaucoup des erreurs dans sa lettre et il dit que la plus grosse erreur de toutes, c'est de ne pas revenir, de ne pas corriger ses erreurs rapidement. Donc voilà, il applique ses principes. Mais je me dis, c'est quand même fou. Ils font tellement peu d'achats sur de nouvelles boîtes, parce que là, c'était quand même une nouvelle boîte, c'est pas un renforcement, que tu te dis, ils ont quand même dû étudier comme un malade l'entreprise. Je vois pas ce qui s'est passé. Et suivant un peu cette boîte-là, je vois pas ce qui s'est passé depuis septembre qui leur a fait changer d'avis. Après, sur l'achat, j'ai pas trop d'avis sur les alcools non plus. Sur le reste, sur Apple et tout ça, c'est une prise de profit. C'est presque surprenant qu'il ne l'ait pas fait avant, au final. Vu la part qu'avait pris Apple dans son portefeuille d'actions cotées et vu la performance d'Apple et la valorisation d'Apple, et c'est là où on se rend compte du long terme de Buffett. C'est que il a une inertie de malade, avec du bon et du pas bon. Et je me dis, je pense que s'il pouvait, il sortirait toute sa position, mais il est devenu tellement gros. Et en plus, il a un tel impact sur la psychologie. Sur le Japon, on ne l'a pas dit, mais sur les 5 boîtes japonaises, il avait un cap à 10%. Il a dit qu'il faisait sauter ce cap, donc il se laissait la possibilité d'acheter plus. Et le jour où la lettre est sortie et où ça a été public, toutes les 5 boîtes japonaises ont fait du plus 7, plus 8% dans la foulée. Donc, moi, il n'y a rien qui m'a surpris. Au final, c'est ça le point. Il se désengage de Bank of America, un peu Citi aussi, enfin les 3 quarts de Citi Group et puis Apple. Mais pour moi, c'est des prises de profit totalement normales. Mais on sent qu'il est bloqué. On sent qu'à l'achat, il doit chercher, ou ses équipes doivent chercher des acquisitions en permanence et il doit se répéter. Ça fait, je sais pas, 5 ans qu'il se dit c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher. Enfin, moi, je me dis, il a l'air un peu comme le lapin dans les phares de la voiture, à être complètement paralysé du point de vue des achats. Moi, par rapport à Ulta Beauty, j'ai trouvé que sur l'année 2024 et pas tant sur la lettre aux actionnaires, il fait de plus en plus ce type de mouvement assez rapide où il revient sur sa position. Vous avez parlé d'Ulta Beauty qui a été très surprenant pour moi parce que je trouve pas le dossier particulièrement qualitatif, mais sur un autre,
J'ai l'impression que tu n'es pas d'accord, Si, Xavier. non, je suis assez d'accord. Il y a pire, mais oui, je suis d'accord. Moi non plus, c'est pas le truc de folie où tu te dis, il a repéré quelque chose de dingue. Voilà. Par contre, moi, c'est sur un autre dossier où j'avais été beaucoup plus surpris. C'était sur TSMC. Je crois que c'était au premier trimestre ou dernier trimestre de 2023, je ne sais plus exactement. Et pareil, il était sorti au bout de un ou deux trimestres. Et pour le coup, bah, il s'est trompé parce que depuis, l'action est bien montée. Et j'ai pas compris, il était rentré vraiment. Il avait annoncé qu'il était rentré, et puis le trimestre d'après, il est sorti. Et j'ai pas trop compris pourquoi il a fait ça. Et de plus en plus, j'ai l'impression que régulièrement, il fait rentrer une nouvelle position sur son portefeuille, et puis il la sort assez rapidement. Et j'avoue que je suis pas, je comprends pas La trop. seule explication, c'est que c'est pas lui, hein, je pense tout simplement. Rien que la taille des positions, d'ailleurs, montre que c'est probablement pas lui qui a pris ses positions. Je pense que c'est des essais et qui, voilà, et c'est peut-être quelque chose qui peut rendre un peu fébrile sur la disparition de Buffett. Je pense que lui, s'il y allait, il changerait pas d'avis au bout de 3 à 6 mois. C'est quelqu'un qui a une vision long terme, mais qui dépasse, pourtant moi je suis très long terme, hein, mais qui dépasse notre imagination. C'est que quand il parle par exemple des japonaises, il dit, je pense, je sais plus comment il le dit exactement, mais il dit, Greg ne va pas les vendre avant des décennies. Je veux dire, le gars a 94 ans, il fait un achat et il dit à son successeur que ce sera probablement pas avant des décennies qu'ils vont revendre ces boîtes-là. Donc dire, ouais, il a eu raison ou pas sur, enfin, il a eu tort plutôt sur TSMC, mais il raisonne pas du tout à 6 mois. Et il raisonne pas, il n'est pas là pour prendre 20%. Donc c'est vrai que c'est surprenant, ces petits allers-retours, mais moi je dirais que c'est pas lui, voilà, qu'il a laissé faire quelqu'un, Greg ou quelqu'un d'autre pour se faire la main. Non, clairement, je dis pas qu'il a eu raison sur 6 mois ou pas, évidemment. Hein. Je pense 6 mois pour lui, c'est comme nous quand on réfléchit en jours. Donc oui. Après, il y a forcément quelque chose qui est beaucoup plus surprenant, et c'est le deuxième sujet que je voulais qu'on évoque aujourd'hui, c'est la gestion du cash. Chaque trimestre, en fait, à chaque publication, on voit Berkshire qui annonce une position de cash toujours plus importante. En général, Buffett a l'historique en gros, d'accumuler du cash souvent avant des cracks. Donc toujours, c'est la même question qui revient. Est-ce que Warren Buffett anticipe un crack, ou est-ce qu'il sait juste tout simplement pas quoi faire de son argent? Et puis d'ailleurs, c'est un peu antinomique avec sa vision, parce que lui, il a toujours été quelqu'un de assez opposé au cash. Il dit que ça rapporte rien et que c'est la meilleure façon de perdre de l'argent. Donc voilà, je voulais avoir votre avis par rapport à sa gestion du cash. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je vais peut-être commencer par te poser la question, Loris. Alors, ce que j'en pense, c'est, je pense qu'on est plutôt dans l'option 2. Il est un peu comme, il est un peu comme moi actuellement. Juste, il trouve pas d'opportunité. C'est-à-dire qu'il vend ce qui est trop cher ou ce qui semble plus bon pour sa thèse d'investissement. Et il se pose la question, qu'est-ce que j'achète? Ben, la réponse, elle est que avec les critères de Warren Buffett, hein, donc Warren Buffett, c'est quelqu'un qui a commencé à investir grâce à Benjamin Graham, marge de sécurité dans la value, donc avec des PE en dessous de 10 à l'époque. Hein. Aujourd'hui, le marché se paye 22 fois les bénéfices, Apple se paye 40 fois, on a des Costco à 50-55 fois. Warren Buffett trouve rien. En fait, c'est ça aujourd'hui la difficulté, je pense, pour Berkshire, c'est de trouver des opportunités. Et donc, le cash s'accumule. Mais la bonne nouvelle, c'est quand même que le cash, ça rapporte actuellement. Hein. Si on prend les T-bills, les obligations américaines, à 6 mois, ça rapporte 4,5-5% quand même. Et donc, en fait, la prime de risque pour investir sur des dossiers ultra valorisés par rapport à avoir des obligations américaines qui, en fait, font un bon fonds de roulement, bah, elle est pas si importante que ça. Donc, je trouve ça plutôt pertinent de la part de Buffett de dire, écoutez, pour le moment, moi, j'ai rien à faire. Je mets ça dans les obligations américaines. Ça continue à me rapporter. Et quand il y aura des valorisations attractives, on ira dessus. Et je vais même dire quelque chose. Je pense qu'il prépare tout simplement la succession. Il veut vraiment laisser la possibilité à Greg potentiellement de faire des acquisitions par la suite quand il y aura des belles acquisitions à faire. Et je vais m'arrêter là-dessus, mais après on reviendra sur pourquoi Berkshire a fait mieux que le S&P 500. Et c'est notamment en période de crise et pas dans les périodes de hausse. Xavier, peut-être un avis? Abdallah, vas-y. Juste rapidement, en fait, moi, autant je suis d'accord avec toi en 2024, en 2023, mais j'ai l'impression quand même qu'en 2022, il y a eu des opportunités. En 2020 aussi, pendant le Covid. Et j'ai pas l'impression, peut-être que je me trompe, hein, qu'il en ait profité. Donc c'est aussi ça qui me questionne. C'est qu'aujourd'hui, il trouve pas d'opportunité par rapport à sa philosophie d'investissement, ça me surprend pas. Mais le cash, il l'empile depuis déjà plusieurs années maintenant. Ça fait pas une année depuis... c'est quoi la dernière fois que son niveau de cash a baissé? J'ai pas cette information, mais ça doit faire bien depuis 7-8 ans, quoi.
Xavier, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Bah, moi, je suis persuadé qu'il n'anticipe pas un crack. Parce que c'est pas du tout dans sa nature d'anticiper un crack. Il trouve juste que c'est un peu cher. Et puis il le met dans sa lettre. Il dit, de toute façon, c'est pas le but. Le but, c'est d'être investi dans des sociétés américaines. Il le dit, c'est pas du tout de détenir du cash. Mais aujourd'hui, il est trop gros. C'est vraiment un problème, la taille. Le but de Berkshire, au début, c'était vraiment d'investir dans du non-coté. Aujourd'hui, il a du côté, mais c'est presque une aberration pour lui. C'est pas son truc. Il veut racheter des boîtes en entier. Il est devenu trop gros pour ça. Et un autre point, c'est que quand il faisait ça, dans les années 70, 80, 90, le private equity, les fonds de venture capital, etc., c'était minuscule. Il ne pouvait pas faire comme lui et racheter une boîte de plusieurs milliards. Aujourd'hui, il y a des licornes non cotées qui sont détenues par des fonds, etc. Donc la concurrence, elle s'est aussi accrue. Et d'ailleurs, en 2008, il n'avait pas de cash. Quand il a fait pour moi un de ses coups vraiment de folie d'acheter en septembre 2008 des bancaires, notamment Goldman, etc., ou des options sur les bancaires, encore pire, il a dû sortir des positions, il a dû sortir de Johnson & Johnson, de Procter & Gamble, etc., pour mettre 15 milliards sur la table pour acheter des bancaires. Et oui, ça démontre quand même une certaine manque d'opportunisme. Je suis assez d'accord avec toi, Abdallah. Il a eu peur pendant le Covid. On oublie, il a eu peur. Il a vendu de mémoire les compagnies aériennes. Je pense au pire moment, il s'est fait peur. Ça reste quand même un papy qui a vu arriver une pandémie, etc. Et il a flippé. Il a pas bougé beaucoup, heureusement, parce qu'il s'est tenu à ses préceptes. Mais c'est plus le Warren Buffett d'avant, c'est certain. Mine de rien, même à son âge, il n'avait jamais vécu de pandémie. C'était nouveau, même pour lui. Par rapport à des récessions qu'il a déjà vécues, une crise financière, il en a déjà vécu, mais effectivement, une pandémie, il n'a jamais vécu. Et effectivement, il avait perdu 50 milliards parce que lui, il croyait beaucoup sur les compagnies aériennes. Je crois qu'il était rentré pas longtemps avant, quelques années avant le Covid. Et il avait une thèse d'investissement justement sur la croissance des vols et du transport aérien. Et effectivement, il était sorti plein milieu de la pandémie au pire moment. Au pire moment. Et il avait acté 50 milliards de pertes de mémoire. Donc voilà, moi, je suis d'accord avec toi, Xavier. Je trouve qu'il manque un peu de courage. Celui qui lui avait fait, qui a fait ce qu'il est aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce qu'il dit aussi, qu'il a pu dire dans le passé, que quand il y a une opportunité, il faut y aller, mais pas avec le dos de la cuillère, il faut y aller à fond. Et là, oui, c'est vrai que je trouve que c'est plus le Warren Buffett qu'on a connu. Et peut-être, Loris, tu peux compléter sur les raisons de la performance de Berkshire en 2024. Ouais, c'est intéressant. En fait, lorsqu'on regarde l'historique dans sa lettre depuis 1965 à aujourd'hui, donc Berkshire fait 20% par an, le S&P 500 fait 10,4% par an. Et en fait, là, on voit vraiment la surperformance en période de crise. Et c'est notamment 1999-2002, moi, qui m'a interloqué. J'ai les chiffres sous les yeux. Donc Berkshire fait une performance sur les 3 années de 5%. Donc c'est pas terrible, 5% sur 3 ans. Et le S&P 500 recule de 35%. Sur la même période. Et en fait, là où c'est assez incroyable, c'est que lui, il comprenait pas Internet. Il voyait des valorisations astronomiques. Il n'y est pas allé. Et en fait, il a fait un peu ce qu'il fait actuellement sur l'IA. C'est-à-dire qu'on a des valorisations qui sont assez élevées. Il comprend pas. Il y va pas. Donc, actuellement, forcément, on pourrait se dire, bon, pourquoi il y va pas? Il est un peu vieux jeu. Il aime pas le Bitcoin. Il aime pas l'IA. Mais il continue à faire ce qu'il dit. C'est-à-dire que il y a une nouvelle tendance qui émerge. Il la comprend pas. Il y va pas. Le cash s'accumule parce que mine de rien aujourd'hui, j'ai l'impression que toutes les sociétés sont liées un peu à l'IA. Il suffit de regarder le top 10. Il y a quasiment que des sociétés liées à ça. Et en fait, c'est vraiment en période de crise que Warren Buffett a fait son succès. Et justement, c'est pendant le Covid. Là, moi, j'étais un peu déçu. C'était maintenant ou jamais qu'il fallait y aller. Et il est resté comme ça, comme un investisseur quasiment particulier débutant. Et j'espère que Greg Abel, sur les prochaines récessions en tout cas, sera beaucoup plus courageux, même si Berkshire reste un paquebot. Et je pense qu'il y aura peut-être mieux à faire qu'aller sur Berkshire, peut-être dans les décennies à venir. Ça fait mal au cœur de le dire, mais moi par exemple, l'année dernière, j'ai vendu en 2024, après quelques années de détention. Pour compléter ce que tu dis, Loris, avant de te donner la parole, Xavier, il y a la surperformance de Berkshire, ce que j'ai noté, en période de crise, en tout cas de marché baissier. Mais en fait, moi, ce que j'ai remarqué, et c'est un peu ce que je retiens quand on compare en fait la gestion passive et la gestion active, c'est que globalement, là où il a été excellent, Berkshire et Warren Buffett, c'est sur les marchés baissiers. Mais en fait, sur le reste, il suit relativement de près le S&P 500, même quand il sous-performe.
Mais par contre, il y a quelques années où vraiment il surperforme de beaucoup. Et il fait 3-4 fois la performance du S&P 500. Donc c'est à la fois le fait d'être plus résilient en période de baisse et de faire quelques années exceptionnelles qui font qu'aujourd'hui, il a 2 fois la performance du S&P 500 sur une période aussi longue, je trouve. Enfin, moi, c'est la conclusion que j'en ai tirée sur le long terme de Berkshire. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Xavier. On retient beaucoup les coûts. C'est ça le truc, on retient beaucoup les coûts parce que c'est ce qui est dans les journaux, etc. Mais on sait très bien qu'il considère son job comme étant allocateur de capital. Donc, il y a de l'argent qui est craché de certaines boîtes et puis il les remet ailleurs ou dans ces mêmes boîtes. Et là, on le voit bien dans la performance de Berkshire. Quand je dis performance, ce n'est pas boursière, hein, performance en termes de résultats. C'est à nouveau l'assurance qui a fait rentrer beaucoup d'argent dans les caisses. Et d'ailleurs, dans la lettre, il y a un petit peu une ode à l'assurance. Il réexplique le business model, pourquoi c'est à la fois bien et pas bien, la puissance de Berkshire Hathaway, qui est un assureur qui n'a pas, enfin Geico, mais d'autres business aussi, il a énormément d'assurance, c'est le plus gros business de Berkshire, et à quel point, voilà, c'est une machine à cash, il y a beaucoup de flotte à placer, enfin ce qu'il répète régulièrement. Et d'ailleurs, il m'a fait réfléchir sur l'assurance, parce que moi, l'assurance, c'est un business que je ne veux pas toucher. J'en ai eu dans le passé, mais que je ne veux pas toucher avec le dérèglement climatique, avec tous ces trucs-là. Et lui a mis une phrase, il dit « La croissance de l'assurance vient de la croissance du risque ». Et ça m'a fait un peu tilter. Et, bon, bref, il explique un peu tout ça. Et je me suis dit, oui, finalement, peut-être que c'est une opportunité pour l'assurance parce qu'il n'y aura jamais autant de besoin de s'assurer dans le futur qu'aujourd'hui. Ça va être dément. On voit bien avec les feux, etc. Donc, les primes vont exploser. Les gens vont vouloir assurer même tous leurs objets, tu vois, qui sont partis en fumée ou les inondations, tout ça. Et je me dis, finalement, c'est peut-être un business qui n'est pas si mal que ça. Donc, il y a le côté coût. Oui, vous avez totalement raison. Il fait des beaux coups dans les crises, etc., où parfois, il explose le S&P, certaines années spécifiques. Mais il y a quand même ce truc régulier de recevoir du cash de l'assurance et de le gérer à la perfection. Donc, ça reste un des meilleurs. Et on le voit d'ailleurs, c'est un bon exemple. On ne peut pas battre le marché tout le temps. C'est ça ce que j'entends, que ce soit Loris sur les crises ou toi, Abdallah, qui dit par moment, le marché va faire 10, lui va faire 30, mais on ne peut pas battre tout le temps. Et c'est pour ça que regarder son portefeuille et le comparer sur 1 an, 2 ans, 3 ans, ça n'a pas de sens. L'avantage, c'est qu'on a le plus gros track record possible avec Buffett, quoi. Absolument, et ça sert à rien en fait de comparer une performance, de dire je bats pas le marché sur 2 ans, donc forcément la gestion passive est meilleure. En fait, la réalité, c'est que pour comparer 2 portefeuilles, il faut 20 ans minimum, quoi. Et c'est extrêmement difficile. Lui, il a déjà sous-performé pendant 3-4 ans. Bon, la période la plus connue étant celle de la bulle Internet. Et pourtant, ça ne l'empêche pas de faire 2 fois la performance du S&P 500 depuis 1965. Avant de passer, du coup, à ce qui vous a le plus marqué chez Warren Buffett de façon générale, je voulais juste répondre sur l'assurance, Xavier. Moi, je suis un opposé. Enfin, en tout cas, je n'aime pas du tout le secteur de l'assurance. L'assurance sur la partie, le fait de porter le risque. Parce que ce qui est excellent avec l'assurance et Warren Buffett, c'est qu'effectivement, il reçoit des primes qu'il peut ensuite placer. Mais en fait, tout ce business, tout ce qui fait la qualité d'un business, c'est la qualité de l'allocation de capital derrière. Et là où Warren Buffett a été très fort, c'est que oui, il a été dans l'assurance, mais il a su de façon excellente investir cet argent-là. Et le truc, c'est que quand on investit dans un assureur, quel qu'il soit, en fait, on fait confiance à son management pour bien placer cet argent-là. Et je ne sais pas si toi, par exemple, tu fais confiance à AXA ou à d'autres assureurs pour placer mieux que toi l'argent. J'ai l'impression, je pense que non, mais je ne sais pas ce que tu en penses. Non, mais la réponse est non, bien sûr, je ne fais pas confiance. Et en plus, il y a cette notion d'évaluation des risques. Enfin, tu vois, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, il le dit bien que donc, l'assurance, c'est un des rares business où on touche de l'argent avant d'avoir les potentiels dommages à repayer derrière, et que c'est très souvent utilisé par les PDG pour montrer des comptes très, très, très beaux, quoi, et très jolis, alors que sur l'amiante, il en parle, mais c'est bien connu, hein, on peut avoir 50 ans plus tard des dommages à payer pour des primes qu'on a encaissées il y a très très longtemps. Donc c'est facile d'avoir des beaux comptes de résultats pendant un moment, mais on sait que les passifs qui sont traînés derrière sont énormes. Donc non, je suis d'accord avec toi, c'est pas pour autant que j'irai ailleurs, mais c'était une de mes craintes à un moment sur Berkshire Hathaway, de me dire, est-ce qu'ils vont rester dans ce business de l'assurance
peut-être trop longtemps, vu qu'ils ne vendront jamais. Hein. Et ça, c'est un autre point qu'il dit dans sa lettre. Il dit, on est devenu tellement gros qu'on n'arrive pas à vendre. On ne peut plus vendre si simplement le coté. Il dit, le non-coté, en gros, c'est invendable. Enfin, moi, je l'ai lu comme ça. Donc, on va garder jusqu'au bout. Donc, une boîte comme Geico, qui représente quand même une masse énorme des résultats, en tant qu'actionnaire, j'ai intérêt à ce qu'elle marche bien. Parce que si l'assurance va mal, ce n'est pas un truc qui va revendre comme ça avec 20% de baisse. Hein. Il va rester scotché avec pendant 50 ans. Ok, bon, peut-être avant de passer à la suite, juste pour rappeler, donc si vous nous découvrez avec ce podcast, qu'on a aussi une newsletter sur laquelle on partage nos analyses 1 à 2 fois par semaine. Si vous voulez vous abonner, je vous mets le lien en description et vous recevrez aussi un e-book de 200 actions de qualité en vous inscrivant à la newsletter. Et du coup, on peut passer à la suite, Loris. Toi, en tant qu'investisseur, même en tant que personnellement, qu'est-ce qui t'a le plus marqué chez Warren Buffett ? Moi, je voulais quand même parler dans cette vidéo de son acolyte, Charlie Munger. Moi, c'est ce que je retiens en fait, c'est ce duo-là. En fait, Warren Buffett, il n'a pas investi tout seul. Donc déjà, il y a ses équipes, hein, bien évidemment. Mais surtout, il investit avec... pour moi, c'est un peu le cerveau. Charlie Munger, c'est celui qui avait les bonnes idées. Franchement, il en a eu des bonnes idées. Hein. Même aujourd'hui, par exemple, il avait investi en Chine. Hein. Alors, la Chine, bien évidemment, on est beaucoup à pas aimer ce pays-là en tant qu'investisseur. Mais aujourd'hui, il avait acheté Alibaba qui remonte. Il avait acheté BWD qui remonte là actuellement, qui a fait plus de 100% cette année. Donc, les véhicules électriques chinois. Donc, même là, il a fait des coups. Et c'est ce duo de choc, en fait, qui a fait cette performance-là. Et même moi, je le vois au quotidien quand on discute, Abdallah, Xavier, etc. C'est important de discuter sur l'investissement et de confronter les idées parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à penser, à bien réfléchir. Ou, par exemple, là, on a lu la lettre, mais on va avoir 3 avis différents. Et je trouve ça toujours intéressant de faire rencontrer les avis. Puisque souvent, moi, Abdallah, des fois, tu dis des choses que j'avais pas du tout vues. Et ça, moi, c'est ce que je retiens concrètement, c'est si vous investissez, c'est dur de le faire tout seul. Essayez vraiment de partager cette passion avec vos amis, vos proches, etc. D'en discuter. Surtout d'éviter les réseaux sociaux. Mais clairement, je pense qu'investir tout seul sur 50, 60 ans, parce que nous, on est là pour 30, 40, 50 ans, je pense que c'est difficile et c'est quasiment une erreur. Je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette vie de Warren Buffett, mais je trouve que leur duo avec Charlie Munger a été, pour moi, quasiment un des plus beaux duos qui a existé dans l'investissement, quoi. Ouais, sur l'aspect équipe ou tout seul, c'est un des meilleurs exemples. Ça reste quand même un gestionnaire qui était seul à prendre les décisions. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est, comme tu dis, Loris, on réfléchit à plusieurs, mais on réfléchit sur des concepts. Ils ne demandaient pas à Charlie Munger qu'est-ce que tu penses d'Apple. C'était pas ça leur discussion. C'était on réfléchit à des concepts, à la situation des États-Unis, de l'économie, etc. Mais après, on décide seul. Parce que les décisions qu'il a prises, tu ne les prends pas à 2 ou à 3 et encore moins à 15. Ils le disent. Hein. Quand tu as un comité d'investissement pour décider, c'est mort. En fait, tu vas prendre la décision la moins controversée au final. Moi, ce que je retiens, c'est les valeurs, c'est l'honnêteté, c'est la transparence. Parce qu'on a un des pires capitalistes, ou des meilleurs, comme vous voulez, mais je veux dire, le capitalisme, ça a tendance à nous attirer vers l'égoïsme, vers parfois l'optimisation, qu'est-ce que je peux faire pour... Et on a quelqu'un qui est hyper transparent. Il dit exactement ce qu'il pense, ce qu'il fait, pourquoi il le fait. Il le dit de manière très simple. Il n'emploie pas des mots compliqués. Il n'y a pas de secret dans ce qu'il fait. Tout le monde cherche la recette secrète. Il va nous le dire en quelques mots. La patience, le machin. Non, bon, bref, pas se laisser embarquer par les modes. On connaît tous ces citations qui sont géniales. Et donc, transparence, honnêteté, simplicité, garder la tête froide quand il faut, à la hausse comme à la baisse. Pour moi, c'est vraiment un modèle. Et c'est un modèle... et j'inclus Charlie Munger aussi, hein, Loris, pour le Charlie's Almanac là, que j'ai décortiqué dans tous les sens, les discours de Charlie Munger. Et pour moi, c'est la définition d'un mentor. C'est-à-dire quelqu'un qui va te dire que tu peux le faire, que c'est pas si compliqué, qui va démystifier le truc, qui va te faire garder la tête froide quand tu as envie de t'emballer dans un sens ou dans un autre. Et surtout ce côté honnêteté, transparence parmi les PDG d'aujourd'hui, les investisseurs, etc. Le côté simple,
il est quasi unique, je pense. C'est un ovni, en fait, dans le monde financier et même économique en général. Je suis complètement d'accord avec vous deux et j'avais envie de dire la même chose que toi, Xavier. En fait, moi, ce que je retiens le plus, je retiens beaucoup de choses de Warren Buffett et je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais ce que je retiens, c'est l'incarnation même de la citation de Léonard de Vinci, la simplicité est la plus grande des sophistications. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que, d'ailleurs, quand on lui pose la question, mais Warren, t'as très bien réussi dans la vie, pourquoi tout le monde ne ferait pas comme toi? En fait, c'est simple, c'est juste qu'il faut regarder à long terme, et ça, c'est trop compliqué pour beaucoup trop de personnes. Et c'est ça vraiment ce que je retiens, et c'est comme une autre phrase de Bill Gates, qui est une des citations que je préfère le plus, qui est on surestime ce qu'on peut faire en un an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. Et avec Warren Buffett, c'est encore pire. C'est vraiment, on surestime ce qu'on peut faire en un an, mais on sous-estime complètement ce qu'on peut faire dans une vie. Et ça, je trouve ça incroyable. Moi, sur le plan investissement, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je pourrais revenir, mais moi, j'avais envie de citer une de ces citations qui m'a le plus marqué sur le plan personnel, qui est, et c'est vraiment, quand je l'ai lu il y a plusieurs années, que je me suis dit, il faut absolument que j'investisse en bourse. C'est, si tu trouves pas le moyen de faire de l'argent quand tu dors, alors tu travailleras jusqu'à ta mort. Et je sais que moi, c'est une citation qui m'a beaucoup marqué et j'en ai parlé autour de moi. Et souvent, c'est quelque chose qui fait réagir les gens. Et juste pour ça, en fait, c'est la principale raison pour laquelle j'ai commencé à investir en bourse personnellement. Et juste pour ça, en fait, je suis à vie redevable envers Warren Buffett pour ça, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est lui, je pense que ça doit être plutôt Charlie Munger, mais même si c'est pas eux, c'est leur philosophie. Un truc que j'ai mis longtemps à comprendre, pourtant c'est évident, hein, mais c'est investir, c'est simple, mais c'est pas facile. Et j'adore ça parce que au final, on peut l'écrire en trois phrases, ce qu'il faut faire pour investir. Voilà. Mais on est tous des humains, on est des esprits animaux, comme disait Keynes, et on se fait balloter par nos émotions. Et je me dis, lui, c'est vraiment celui qui te permet de tenir. Tu regardes un peu ce qu'il fait, tu vois qu'il est serein, il te balance des petites phrases mais qui veulent tout dire. Par exemple, à Trump, hein, il y a un message clair à Trump dans sa lettre où il dit faites attention, utilisez bien nos impôts et puis faites attention à notre devise, quoi. Prenez-en soin. Et donc, je trouve que c'est quelqu'un qui permet de garder les pieds sur terre et c'est l'inverse de ceux qui vont nous faire croire que gagner de l'argent, c'est compliqué. Enfin, investir, c'est compliqué. Et ces petites phrases, en fait, elles sont hyper puissantes. C'est vrai, ces citations, je n'ai pas pensé à en noter. Je suis sûr que vous en avez plein. Tu en as déjà dit pas mal, Abdallah. Mais c'est vraiment des mantras qui nous aident à être des bons investisseurs, au final. Ouais, et je vais rajouter un point. Moi, c'est aussi Warren Buffett qui m'a donné envie un peu du métier de l'analyse, etc. Mais c'est lire. Ça, c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins. Donc les gens regardent un peu une vidéo sur YouTube, hein, qu'est-ce que tu penses de Pernod Ricard, ok, puis ils investissent. Et en fait, ils lisent pas, quoi. Et Warren Buffett, Charlie Munger, tout ça, c'est des gars, ils ont toujours le Wall Street Journal en papier dans leur petit bureau à Omaha et ils lisent les journaux tous les matins. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui est important à avoir en tant que routine d'investisseur, c'est lire et surtout avoir une logique non pas de spéculateur mais de propriétaire. Et ça, c'est la grosse différence, c'est que on voit 10-15 ans lorsqu'on est propriétaire et c'est un peu aussi cette citation de si tous les matins devant votre maison on dit un prix à la baisse ou à la hausse, vous n'avez pas besoin d'être excité, vous n'allez pas vendre votre maison. Ben là, c'est un peu pareil pour vos actions. Voyez un peu plus loin que la foule et vous serez récompensé. Et ça, clairement, une fois qu'on a compris tout ça, on est reposé, on dort bien et on a juste à investir sur les bons dossiers. Et pour moi, ce qui est le plus dur, en tout cas pour l'investisseur d'aujourd'hui, c'est à patienter. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus dur pour l'investisseur, c'est patienter et ne rien faire. Voilà. Ça, c'est ce que je retiens de Buffett. Le côté du toc-toc à la porte, j'adore parce que quand il le dit, il dit un truc du style c'est pour expliquer pourquoi il ne faut pas vendre pendant les crises. Et il dit si quelqu'un vient toquer à votre porte pour vous donner un prix 20% en dessous du prix d'il y a un mois, vous n'allez pas lui vendre votre maison. Bah, c'est pareil en bourse. Et il explique pourquoi, voilà, quand la bourse s'effondre, ce n'est pas le moment de vendre. Et ouais, je trouve ça assez génial. C'est là où il est très bon, je trouve. Ouais, c'est là où il est très bon. En termes de pédagogie, pour l'investisseur particulier, c'est excellent. En vrai, moi, je pourrais en citer encore plein des citations, hein, mais ça fait déjà un petit moment qu'on est dans cette vidéo. Pour finir cette vidéo, je pense qu'on aura l'occasion d'en refaire une autre. Je vais te donner une citation, Xavier, et rapidement, tu vas me dire ce que tu en penses. On pourra pas aller en profondeur dessus.
Et on l'évoquera dans une prochaine vidéo. Donc, si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, que ce soit sur Spotify, soit sur YouTube. Et moi, c'est celle-ci, c'est la diversification et la protection contre l'ignorance. T'en penses quoi, Xavier? J'en pense que ça, c'est une phrase qu'on m'a souvent balancée quand je disais qu'il fallait diversifier. Et je pense que c'est probablement la pire de ces citations. Ok. Je vais dire franchement. Je pense que c'est faux pour plein de... Enfin, c'est vrai. Et en fait, il faut le prendre dans le bon sens. C'est-à-dire, c'est une protection contre l'ignorance, c'est vrai. Mais il ne faut pas la prendre à l'envers. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, quand tu sais, alors il ne faut pas diversifier. Parce qu'il a des portefeuilles les plus diversifiés aujourd'hui, mais même avant. Bien sûr qu'il a fait des énormes paris. Mais quand il faisait des énormes paris, c'était sa fortune qu'il mettait et il n'aurait jamais été à la rue. Tu vois, et aujourd'hui, il y a des gens qui font des folies et qui vont faire des all-in avec leurs petites épargnes, leur petite épargne sur le Bitcoin, enfin Bitcoin dans le meilleur des cas et des shitcoins dans d'autres, en disant, de toute façon, il faut faire all-in parce qu'il n'y a que comme ça qu'on fait de l'argent. Et donc, je pense que c'est pour ça que c'est une des pires citations, c'est que je pense qu'elle est très souvent faussée et que, voilà, c'était plutôt, je pense, pour dire diversifiez-vous. Et si vous connaissez rien, achetez un ETF S&P 500. C'est ce qui conseillait, enfin 90% S&P 500 et 10% bon du Trésor américain de mémoire. Voilà, si vous connaissez pas, voilà ce qu'il faut faire. Mais il faut pas mal interpréter cette phrase, c'est dangereux. Du coup, j'ai tapé dans le mille, donc ça fera un super sujet pour une prochaine émission de Bourse Écomote. Bon, du coup, on va s'arrêter là, Xavier, Loris, pour cette émission de Bourse Écomote. Donc nous, on se retrouve toutes les 2 semaines sur YouTube et maintenant sur les plateformes de podcast. On se dit à la prochaine du coup. Ouais, salut Abdallah, salut Loris.